Et bonjour, Moutassem Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler du bienfait des états modifiés de conscience. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Martine Gerco. Martine, bonjour, merci de participer à ce podcast. Alors Martine, vous êtes une psychologue clinicienne formée en tant que psychanalyste et psychothérapeute. Vous exercez à Paris en cabinet libéral depuis maintenant, vous avez dit, plus de 25 ans. 35 ans. 35 ans, et vous êtes spécialisé dans les états modifiés de conscience qui ont le potentiel d'aider les personnes à guérir. Donc parmi les approches que vous utilisez, il y a la respiration holotropique et le chamanisme thérapeutique. Et votre dernier livre paru aux éditions Mama s'appelle « Une psy parle aux esprits ». Donc merci de participer à ce podcast. Et en préparant cet entretien, j'ai regardé plusieurs de vos vidéos, notamment celle sur la respiration holotropique. Et j'ai trouvé que c'était assez impressionnant de voir toutes ces personnes qui, à travers cette respiration, qui à travers ce travail, semblent complètement sortir de leur mode de fonctionnement habituel. On les voit respirer, à les voir bouger. On devine qu'il y a un profond lâcher-prise. C'est comme si la personne n'est plus restreinte par son identité ou par l'image qu'elle a d'elle-même. Donc la première question que j'aimerais vous poser, Martine, c'est tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la respiration holotropique? Et est-ce que c'est ça qui modifie notre état de conscience? Et quel est le bienfait d'avoir un état de conscience modifié? Donc ça, c'est 3 questions en une, mais voilà, est-ce qu'on peut commencer par définir et parler de la respiration holotropique? Alors, comme son nom l'indique, respiration holotropique, c'est une approche qui a été créée par un psychanalyste américain d'origine tchèque, qui s'appelle Stanislas Grof, et qui a été également, dans les années 60, le créateur des thérapies psycholytiques, c'est-à-dire sous LSD, qui étaient pratiquées dans le monde entier. Et lorsque le LSD a été interdit, d'usage thérapeutique, il a eu recours à une approche qui est utilisée par les grands mystiques pour rencontrer des états de conscience élargis, qui est la respiration. Alors donc, la respiration holotropique, on part de la respiration, qui est une respiration accélérée, profonde, dynamique, accompagnée de musique évocatrice. Et la conjonction de cette respiration ventrale, accompagnée des musiques évocatrices, va vous mettre dans un état de conscience expansé. Bon, il est évident qu'il ne faut pas la pratiquer seule et qu'il y a des contre-indications qui sont importantes, dont je parlerai plus tard. Mais c'est une approche qui est extrêmement intéressante parce que, grâce au souffle et aux musiques, qui sont des musiques très inductives, vous allez agrandir, votre conscience va s'expanser, va s'ouvrir. Et vous allez pouvoir avoir accès à des expériences de différentes sortes, qui peuvent être des expériences qu'on appelle psychodynamiques, mais qui ont été refoulées, des expériences psychologiques, mais qui ont été refoulées parce que trop douloureuses. Notre inconscient est très, très intelligent. Quand quelque chose est trop douloureux, il y a refoulement de l'expérience. Ce qui fait que très souvent, les gens vous disent « mais j'ai mal depuis telle année, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai complètement oublié ». Donc grâce à la respiration, on peut avoir accès à des couches refoulées. Donc ça crée une hypermnésie, c'est-à-dire des souvenirs qui remontent à la surface. Et la résurgence de souvenirs traumatiques que l'on va pouvoir nommer, ça va permettre aussi au mot MAX de pouvoir disparaître. Parce que ce qui nous fait souffrir, c'est ce sur quoi on n'arrive pas à mettre de mots. Alors pourquoi holotropique? Parce que holos, ça veut dire entièreté, c'est comme la médecine holistique, c'est une médecine globale, et tropique, ça vient du grec trépéine, se diriger vers. Donc c'est une approche qui nous met en contact avec des couches psychologiques de notre identité, mais l'originalité de Grof, c'est sa découverte du monde périnatal, c'est-à-dire du monde autour de la naissance, autour de la gestation et autour de la conception. C'est-à-dire que pendant une séance holotropique, on peut avoir accès à des mémoires situées autour de cette période, de naissance fétale et conceptionnelle. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on s'aperçoit que lorsque le bébé vient au monde, il n'est pas table rase, mais il est déjà détenteur de tout un savoir. Le bébé a une conscience
intra-utérine. Et puis, la respiration, cette ouverture, ces portes de la perception, nous permettent aussi de nous rencontrer en tant qu'être spirituel. Et on a accès à des mémoires transgénérationnelles, à des mémoires karmiques, si on y croit. Bon, on est entre nous, donc si vous faites cette chaîne, c'est que quelque part, vous avez un positionnement qui est comme le mien. Il est évident que les psychanalystes, je ne parle pas de mémoire karmique, mais il est extraordinaire de pouvoir, parfois, je ne parle pas toujours, mais parfois, entendre des gens qui vont se mettre à parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Donc, on est dans cet état d'ouverture de conscience en relation avec un champ quantique, avec un champ d'information. Et c'est ça qui est fascinant. On se rencontre en tant qu'être différent, puisqu'on découvre des couches de nous-mêmes auxquelles on n'avait jamais pu avoir accès. D'accord. Et donc ça se fait à travers la respiration, à travers un type de respiration, donc qui est une sorte d'hyperventilation. Et ensuite, il y a un accompagnement musical qui donne un rythme. Voilà, donc la séance dure 3 heures, en groupe ou même en individuel. Et la personne qui va respirer est allongée sur un matelas, les yeux bandés, et avec une couverture sur elle-même, parce que lorsqu'on commence à rentrer en hyperventilation, en respiration accélérée, ça crée une hypothermie, c'est-à-dire que la température du corps baisse. Donc c'est important d'être bien couvert. Et vous allez respirer sur ces musiques très actives, très dynamiques, jusqu'à ce que votre connexion à la réalité se modifie un petit peu. Vous sentez que les choses changent, mais vous avez toujours conscience des bruits qui sont autour de vous. Mais il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre perception de la réalité. Et à ce moment-là, vous pouvez reprendre votre respiration habituelle. Il est évident que vous n'allez pas vous mettre en hyperventilation pendant 3 heures, ce serait trop fatigant. Et vous avez un sitter, donc quelqu'un qui vous accompagne et qui est là pendant toute la durée de l'expérience. La séance, comme je vous le dis, dure 3 heures, et une fois que l'énergie est montée, on va mettre des musiques plus panoramiques, des musiques plus vastes, qui ont trait à la détresse, à la tristesse humaine, puisque c'est aussi une approche pour aller nous rencontrer dans des phases qui ont été refoulées, dans des stades qui ont été peut-être source de douleur, de tristesse, d'errance psychique, affective. Donc c'est important de vraiment rentrer à l'intérieur de soi grâce au souffle. Parce que le souffle va abolir les défenses, et les mécanismes de défense et les résistances. Et puis ensuite, troisième temps, donc chaque temps musical dure 45 minutes, on met des musiques ascensionnelles, des musiques spirituelles qui vont nous permettre, après la douleur, après le combat, de pouvoir monter dans des couches supérieures. Pour une musique spirituelle, c'est un travail qui s'adresse au psychologique, au corporel, au spirituel. Mais on n'est pas du tout dans une quelconque idéologie religieuse. Le spirituel, ce n'est pas le religieux, et le religieux, ce n'est pas le spirituel. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le travail holotropique, c'est qu'il y a un travail sur le corps. C'est-à-dire que la respiration hyperventilée, ça peut créer des tétanies, donc des rigidifications musculaires qui sont en fait des expressions de tension psychologique. Et le rôle du thérapeute, ça sera de venir faire un travail sur cette cuirasse caractérielle pour dissoudre les nœuds émotionnels, les nœuds musculaires. D'accord. Ce dernier point est intéressant et on va y revenir. Donc vous avez parlé d'élargissement de la conscience, donc il y a cette notion de modifier la conscience, l'état de conscience. Comment ça s'expérimente? C'est-à-dire que la plupart du temps, on est dans un état de conscience qui est plutôt crispé, on va dire, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on perçoit, sur notre identité. Et comment la personne vit cet état de confiance élargie? Comment elle mettrait en mots? Comment le mettre en mots? Quand on est dans la vie quotidienne, on a des mécanismes de défense, on a des peurs, on a tout ce qui crée la conflictualité de l'être humain, on est dans des contradictions. Puis souvent, on ne sait pas du tout, on a envie de faire des choses, on ressent une appétence pour un domaine, mais on n'ose pas quitter le connu. Et la respiration holotropique, et moi je suis psy depuis tellement d'années, et j'ai essayé, je peux vous garantir, pratiquement toutes les méthodes, sur moi-même en tant que patient. J'ai d'abord fait une analyse personnelle et didactique qui a duré très très longtemps, et puis je me suis formée à la relaxation type analytique, je suis allée aux États-Unis, je me suis formée à l'hypnose, je suis allée à Esalen, j'ai étudié beaucoup au centre de développement
du potentiel humain à Salem, qui est un laboratoire où ont essaimé toutes les nouvelles thérapies. Vraiment, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Mais pour moi, l'approche la plus complète, c'est la respiration hôtropique. Parce que excusez-moi, juste un petit pas en arrière. Qu'est-ce qui toute cette démarche, elle a commencé par quoi? Qu'est-ce qui initialement, c'était dû à une souffrance, dû à une recherche de sens? Qu'est-ce qui vous a amené à explorer toutes ces thérapies, toutes ces approches? J'ai commencé une psychothérapie quand j'avais 21 ans à la suite d'un choc affectif, et puis au bout de 2 ans et demi, 3 ans, bon, j'avais 24 ans, et ma psychothérapeute, qui était une vieille russe de Vienne, qui avait été l'élève d'Adler, elle me dit avec son accent russe: Martine, maintenant il faut faire une psychanalyse et être psychologue. Okay. Donc, elle m'a poussée vraiment aux fesses, excusez-moi. Et donc, j'ai commencé un cursus de psychologie clinique à Paris 7, une analyse, et puis j'ai une licence, une maîtrise, un DSS, un doctorat. J'ai commencé un doctorat que je n'ai pas terminé. Et puis, j'ai commencé une pratique psychanalytique. J'ai travaillé aussi à l'hôpital. Mais j'avais depuis toujours été attirée par le monde spirituel, le monde invisible. Mon grand-père était un grand mystique qui est parti trop tôt, d'ailleurs j'en parle dans mon livre, et je sentais toujours qu'il y avait un monde invisible qui nous entourait. Je faisais des rêves, des grands rêves. Quand j'étais petite, je sortais de mon corps, mais je ne savais pas du tout à l'époque que c'était des sorties du corps, jusqu'à ce que je rencontre Grove, que je lise les livres de Robert Monroe, Out of Body Experience, et que je me rende compte que je n'étais pas folle, je vivais des expériences hors du corps. Et les enfants sont très très proches du monde invisible, du monde imaginal. Mais souvent, ils n'osent pas en parler aux parents parce qu'on va leur dire: mais ça n'existe pas. Et si on dit à un enfant: ce que tu vis, ça n'existe pas, mais ça le coupe de ses perceptions. C'est intéressant parce que vous notez que qu'il y avait cet appel de la spiritualité dans votre démarche d'étudier la psychanalyse et ses différentes approches. Parce que parfois, même souvent, je pense qu'on perçoit la psychanalyse pas nécessairement comme spirituelle, mais presque comme analytique, avec un côté scientifique sans être vraiment scientifique. Alors que vous avez vu très rapidement qu'il y avait un lien entre la psychanalyse, l'inconscient et l'accès à la spiritualité ou à ce qui peut nous dépasser. Et lorsque Freud crée la psychanalyse, c'est à Vienne, c'est une ville qui est extrêmement antisémite, il est juif, et il n'a pas envie que la psychanalyse soit ravalée au judaïsme, qu'elle soit identifiée au judaïsme, et il a envie d'en faire un corpus scientifique. Est-ce que la psychanalyse, c'est un corpus scientifique? C'est vrai qu'il a créé toute une métapsychologie, il a créé c'est très conceptualisé, la psychanalyse, c'est très construit. Mais on est au début d'une discipline, donc il faut la crédibiliser. Mais très, très vite, et très souvent dans sa vie, et puis surtout à la fin de sa vie, il a dit: mais si je devais revivre, en fait, je m'intéresserais à l'occulte. Il a écrit des très beaux textes sur l'occultisme, sur la télépathie. Son grand-père était rabbin, était un kabbaliste, mais il fallait qu'il se différencie de tout ça et qu'il soit un vrai viennois, c'est-à-dire quelqu'un de laïque et un médecin entre guillemets scientifique. Jung s'en fichait, Jung n'était pas juif, donc Jung il pouvait aller là où il voulait. C'est le fils chéri de Freud. Et puis ils vont se séparer justement par rapport à tout ce que Jung percevait sur un plan spirituel et chamanique. Jung, c'est un grand chaman. Dans le livre rouge, on est complètement éberlué par tout ce qu'il a fait, et durant une période qui avait été qualifiée de psychotique. Mais si on s'intéresse au chamanisme, cette période psychotique, entre guillemets, qu'il a vécue, c'est une période de démembrement. Le chaman passe par cette période de déstructuration pour être reconnu par le clan en tant que chaman, parce qu'il a réussi à se guérir tout seul. Voilà, donc Freud, c'est pas un rationaliste, un vulgaire rationaliste qui fiche à la poubelle tout ce qui est de l'ordre du spirituel. Non, il est obligé de le faire. Et ce qui est extrêmement intéressant quand on s'interroge par rapport à l'inconscient. L'inconscient, c'est vraiment ce qui caractérise la psychanalyse, le monde du rêve aussi. Et quand Freud dit le rêve, c'est la voie royale de l'inconscient, attendez, le rêve, c'est tout sauf rationnel.
Mais en même temps, on peut pas le mesurer, on peut pas, c'est pas objectif comme information. mais en même temps, ça nous donne des informations tellement extraordinaires. Et l'inconscient, on parle de l'inconscient, c'est l'inconscient qui nous régit. Mais l'inconscient, on ne le voit pas, c'est du domaine de l'invisible. Et le psychanalyste, il va travailler avec de l'invisible, avec l'invisible de son patient et avec son propre invisible. Et pour qu'un analyste, attends, il y a quelque chose aussi qui me paraît important, excusez-moi, mais pour qu'un analyste soit vraiment à l'écoute de son patient, parce qu'il y a le discours du patient, mais ce qui est important, c'est pas le discours manifeste, c'est tout ce qui se cache derrière le patient. Il faut sacrément que le psy soit intuitif, qu'il puisse écouter avec une troisième oreille. Parce que s'il écoute avec ses deux oreilles physiques, il va passer à côté de l'essentiel du discours du patient. Et donc on est dans quelque chose de très subtil là. D'accord. Et donc ça, vous en aviez l'intuition assez tôt dans cette démarche. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais pour moi, la psychanalyse, c'était... bon, je n'allais pas bien. Hein, je n'allais pas bien, 21 ans. Je sentais que j'étais pas là où je devais être, en fait, pour mon propre épanouissement. Et la psychanalyse, psychanalyse, en fait, c'est l'analyse de l'âme, psycha, hein, ça va du psyché, hein, le souffle, l'âme. Donc c'est l'analyse de l'âme. Oui, et c'est vrai que pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à Freud, il y a cette nécessité de rentrer un peu dans le moule de la culture dans laquelle il a évolué, et peut-être avec la modernisation de la société qui allait de plus en plus vers ce qui semblait scientifique, il a dû un peu adapter ce qu'il avait à proposer. Mais c'est vrai que le lien entre le corps, la psyché et l'âme, tout est intimement lié. Et on ne peut pas agir sur l'un sans agir sur l'autre. Et c'est vrai que notre culture moderne a tendance à un peu fragmenter et à mettre chaque aspect dans des cases avec des thérapies adaptées. Mais ultimement, tout est intimement lié. Et qu'on travaille sur l'âme, on travaille sur la psyché, et on travaille aussi sur le corps. Vous avez parlé de votre début de parcours au niveau de la psy. Qu'est-ce qui ensuite vous a fait découvrir l'approche du chamanisme et notamment la respiration holotropique? J'ai fait partie de l'équipe de Yands, qui était une association qui avait été créée par Kenneth Ring, qui était un psychologue américain, aux États-Unis. Et Yands, c'est International Association of Near-Death States, association internationale autour des expériences proches de la mort, qu'on appelait à l'époque NDE, Near Death Experience, et qui en France s'appelle EMI, hein, expérience de mort imminente. Donc c'était il y a à peu près une trentaine d'années, un peu plus. 33 ans, et je faisais partie de cette équipe, et comme je vous le disais, j'avais toujours été attirée par le monde invisible, par la mort. Hein, j'ai toujours ressenti que la mort, c'était un passage. Bon, ça n'engage que moi, mais depuis que je suis toute petite, c'est peut-être mon ascendant scorpion qui m'y prédispose. Et donc, je faisais partie des psys, parmi les premiers psys français, à s'intéresser à cette expérience dont les gens revenaient absolument transformés. Et ils continuaient à fonctionner sur un plan habituel dans leur vie personnelle, professionnelle et sociale, mais avec une vision de la vie totalement élargie. Et puis un soir, non, c'est pas ça, excusez-moi. Oui. Quand j'ai commencé ma pratique psychanalytique, je reçois un jour un message, un flyer, un petit document, et ça c'est important, annonçant la venue à Paris de Stanislas Grof, et le séminaire s'appelait Death and Rebirth, c'était en anglais, mort et renaissance. Et moi, étant Verseau Scorpion, j'ai toujours donc été attirée par les phénomènes de transmutation, de mort, de renaissance, sachant que dans la vie, on a plusieurs vies, et souvent chaque vie se termine par une mort symbolique. Et j'avais très envie de faire ce séminaire, mais à l'époque, je commençais une pratique. Donc c'était il y a presque 40 ans. Je commençais ma pratique de psy et je sentais que c'était pas le moment, que c'était trop prématuré. Et puis les années passent et je fais partie de l'équipe de Yands. Et un soir, sur une table, pendant une réunion nocturne, je vois un séminaire de respiration holotropique animé par Brigitte Schauer, d'après les travaux de Stanislas Grof. J'avais une expérience clinique, je me sentais bien dans mes baskets de psy, et je me suis dit, tiens, il y a quelques années, c'était pas le moment, mais je savais, j'en parle dans mon livre, je savais
que Groff, cet homme dont j'ignorais jusqu'au nom, mais les 4 lettres GROF avaient résonné de façon très très intime en moi. Mais ce n'était pas encore le moment. Et puis lorsque l'élève est prêt, le maître arrive, on se représente une autre fois. Et là, j'ai pris le flyer, je l'ai mis dans ma poche, j'ai quitté le séminaire de Jans, je suis rentrée chez moi et le lendemain je me suis inscrite. Et le séminaire avait lieu en France. Donc je me suis inscrite et durant ce premier séminaire, j'ai vécu une expérience, une émergence spirituelle. Donc je me suis mise à respirer avec la technique que je vous ai énoncée tout à l'heure et très vite, j'ai plus senti mon corps, je n'avais plus de corps et j'étais une conscience dans l'univers. Et j'ai posé, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas de réponse. Et ce qui m'avait amené à cet état, donc il y avait la respiration, mais également la danse, parce que lorsque je vis l'expérience holotropique en tant que participante, je respire, et puis soudain l'énergie me danse. C'est pas moi qui décide de danser, mais l'énergie, le souffle me fait danser, et c'est à partir de la danse, je suis allongée et je danse sur mon matelas, que je rentre dans l'expérience. Et je m'étais mise à danser, et j'avais l'impression que je dansais pour une divinité solaire. Et je me souviens, je revois la scène, et j'ai l'impression que je dansais la danse de Shiva. Et puis hop, j'ai quitté mon corps. Et je pose la question, mais qui suis-je? Il n'y a pas de réponse. J'étais un point dans l'univers, et en même temps j'étais tout l'univers. C'était extraordinaire. Mais c'était une expérience que je n'avais jamais vécue. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré, c'est quand on est dans cette expérience holistique, la linéarité du temps la plus courte. Et puis, j'ai entendu au loin, un mantra de Muktananda, qui était un maître indien. C'était Om Namah Shivaya. Et j'avais l'impression que je dansais la danse de Shiva pendant Enfin, c'est ce qui m'était dit, hein. Et j'ai été ramenée tout doucement à la réalité. Donc, j'ai réintégré mon corps, comme si j'entrais dans une gaine. Et je me suis mise dans la posture du lotus. Moi, je fais du yoga depuis très très longtemps. Mais jamais j'ai pu me mettre dans la posture du lotus. C'est insupportable, j'arrive pas. Ça me fait mal. Pourtant, je bois être très souple, mais j'arrive pas. Et je me suis retrouvée dans cette posture de lotus pendant... alors, mon partenaire qui m'accompagnait m'a dit pendant 20 minutes à peu près. Puis après, ça a été la séance, la fin de la séance. Puis ensuite, il y a une intégration, parce qu'après l'expérience holotropique, il y a une intégration verbale, c'est très important de mettre en mots. J'ai su que j'avais rencontré, ce qui m'avait été envoyé, c'est ce que je cherchais depuis toujours. Et donc là, j'ai décidé de faire la formation, de partir aux États-Unis. J'avais des jeunes enfants, j'avais une pratique, et je me suis dit, mais comment je vais faire, les enfants, la pratique, mon mari. Vous savez, lorsque les choses sont justes, elles se font toutes seules. Et donc, je suis partie, j'ai fait la formation, surtout qui a duré 3 ans, à raison de plusieurs fois par an, pendant 15 jours à peu près, et puis voilà. Et ça a été, c'était juste, enfin, je rencontrais dans la respiration holotropique ce qui manquait dans la psychanalyse, c'est-à-dire l'ouverture sur des champs de conscience autres. Et à l'intérieur desquels on se rend compte comme être multidimensionnel, avec souvent des capacités créatrices qui n'auraient jamais pu émerger si on n'avait pas ouvert les portes de la perception. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. D'accord, oui, tout à fait. Je vais juste réagir par rapport à ce que vous avez dit. Donc c'est intéressant parce qu'il n'y avait pas de recherche spécifique, c'est-à-dire que ça allait plutôt bien. Donc vous étiez en début de carrière avec cette énergie du nouveau. Et vous avez quand même eu l'intuition que ça serait intéressant de faire ce stage, ce programme. Et ça vous a amené à vivre quelque chose que vous suspectiez certainement même pas au niveau du ressenti, de ce que vous allez ressentir. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que très souvent, on peut être dans une dynamique d'attendre quelque chose de spécifique en croyant que c'est ça qui va nous permettre de grandir, qui va nous faire du bien, qui va nous permettre de nous dépasser. Mais bien souvent, c'est quelque chose de complètement différent. C'est vraiment, on ouvre la porte sur un nouveau mode de perception, sur une nouvelle façon d'être, et sans s'y attendre, sans préméditer
c'est cela, et c'est bien, et c'est lorsqu'on a ce genre de changement qui doit amener une profonde transformation. Qui certainement vous a dit, là vous êtes rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose d'unique à cette expérience et qui vous a donné envie de poursuivre dans cette voie. Donc après cette expérience, vous êtes parti pour vous former à cette approche. Voilà, donc je suis partie aux États-Unis, me former, donc je partais à peu près 3 fois par an, 3 ou 4 fois par an, à raison de 2 semaines. Et puis là, j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires, d'une grande ouverture. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les courants aux États-Unis naissent de façon tellement plus rapide, tellement plus spontanée qu'en France. Donc moi, je me suis formée à l'EMDR il y a une vingtaine d'années avec David Servan-Schreiber. Mais donc en France, l'EMDR a commencé à être pratiqué il y a une vingtaine d'années, mais aux États-Unis, il y a 40 ans. Tout arrive tellement tard en France. Maintenant, notre société vit une ouverture de conscience. C'est vrai qu'il y a une appétence du public pour quelque chose d'autre, hein, pour une ouverture. Les valeurs matérielles, économiques ne nous satisfont plus. Mais en France, tout arrive tellement tard. Oui, donc, j'ai retenu. Ah oui. On résiste tout ce qui est tout ce qui est nouveau. C'est vrai qu'il y a dans la culture en France ou en Europe en général, sauf peut-être dans les pays anglo-saxons, c'est vrai qu'il y a souvent une résistance à tout ce qui peut amener un changement dans la façon de penser et de fonctionner. Oui, tout à fait. Mon livre, Une psy parle aux esprits, j'aurais jamais certainement pu l'écrire comme ça, j'aurais jamais pu me divulguer comme ça. Bon, maintenant, j'ai pas le même âge non plus, donc j'ai une expérience que j'avais pas à l'époque, mais j'aurais été brûlée comme hérétique. Alors que, autant quand Freud écrit dans les années 20, il a quand même comme disciple très proche Otto Rank, qui écrit un livre qui s'appelle Le traumatisme de la naissance. Il est très proche de Sándor Ferenczi, qui est un psychanalyste de l'école hongroise, qui a été le premier à parler de catharsis, de la thérapie cathartique, de relaxation. C'est le premier qui a osé toucher son patient. C'est le premier qui ose parler de tendresse envers le patient. Alors que les disciples de Freud sont très secs. Et puis, malgré tout, malgré cette orthodoxie, qu'est-ce qu'il y a comme mort, comme suicide, comme rivalité parmi les disciples, hein? Enfin, je veux dire qu'ils ne sont pas tendres les uns avec les autres. Et maintenant, l'œuvre de Ferenczi, elle est complètement connue et reconnue. Enfin. Et toucher un patient avec du tact, évidemment, on ne va pas toucher n'importe quel patient. Hein. C'est au psychanalyste, enfin au psychothérapeute, de sentir et de faire les choses avec tact. Et quand quelqu'un a du mal à parler, et quand on lui touche délicatement la main, quand on s'approche de lui, ça va faciliter la parole. Parce que ça va permettre à quelque chose de se libérer. Tout est une question de tact et d'approche, et de formation aussi, et de travail sur soi. Et beaucoup de psychanalystes, pourquoi la psychanalyse a été tellement décriée? C'est parce qu'elle est restée essentiellement un outil intellectuel. C'est-à-dire qu'on a oublié qui était derrière la figure du psychanalyste. Mais il ne faut pas oublier que si on choisit un jour d'être psychanalyste, ce n'est pas uniquement par intérêt intellectuel. Les Amérindiens, ils parlent du wounded healer, le guérisseur blessé. Parce qu'un jour, nous, on a été blessés. Parce qu'un jour, on avait mal et que quelqu'un nous a tendu la main et nous a aidés à passer de l'autre côté. C'est le pont. Mais c'est ça, on est un passeur. Oui. Parce que quelqu'un nous a aidés à passer. Donc, il y a une transmission. Et souvent, les psychanalystes oublient que l'acte psychanalytique, c'est un acte de transmission. Oui, c'est vrai qu'il y a, je pense, dans tout travail d'évolution ou de guérison, il y a le rapport à l'autre qui est fondamental. On reste des êtres extrêmement sociaux et pour grandir et pour aider l'autre à grandir, ça se fait qu'à travers un rapport avec cette capacité d'empathie, comme vous disiez, toucher la personne et être vraiment avec la personne et lui faire ressentir qu'on ressent ce qu'elle ressent, ça crée un espace où la personne va se sentir en sécurité et elle va petit à petit lâcher prise, s'ouvrir peut-être à d'autres possibilités et se transformer. Et comme vous le disiez aussi, je pense qu'en France et parfois dans d'autres endroits en Europe, il y a cette résistance et je pense qu'elle persiste à un certain degré, c'est la peur du lâcher prise. On se méfie un peu de tout ce qui peut passer au-dessus du conscient, en dessous du conscient,
il y a cette dimension de perte de contrôle, qui pourtant est souvent nécessaire parce que plus on comprend comment la psychologie fonctionne, la neuropsychologie fonctionne, plus on réalise que la plus grande source de souffrance, c'est ce conscient qui tourne tout le temps, qui cherche à contrôler, qui se juge, qui juge le monde. Et le fait de le débrancher fait énormément de bien. Donc pourquoi vous pensez qu'il y a cette telle résistance à débrancher le conscient et à lâcher prise? C'est la peur de l'inconnu. Ce qui fait le plus peur, finalement, c'est le changement. Krishnamurti écrit un très beau texte qui s'appelle « Se libérer du connu ». Mais pour pouvoir se libérer du connu, encore faut-il pouvoir accepter de perdre ses défenses, ses mécanismes, de les laisser tomber. Et parfois, c'est terrifiant parce que le sujet s'est construit autour de ces mécanismes de défense. Et parfois, on ne doit pas y toucher parce que si on y touche, la personne s'effondre. Donc tout à l'heure, je vous parlais des contre-indications pour les méthodes cathartiques, donc des problèmes psychiatriques, des problèmes, certaines pathologies organiques, femme enceinte. Bon, c'est pas une pathologie, mais si la femme est enceinte, il ne faut pas qu'elle se mette en ventilation, elle risque de perdre le bébé. Donc, si vous voulez, il faut être extrêmement vigilant. Et quelqu'un qui va venir me voir et qui est quelqu'un qui est fragile, qui est un moi fragile, il est évident que je le mettrai en face à face, que j'aurai une approche beaucoup plus classique, tout en étant très empathique, hein, mais plus classique pour ne pas le désarçonner. Tout à l'heure, je vous parlais du toucher. Bon, moi, en tant qu'analyste, je ne suis plus derrière, je me mets perpendiculaire au patient. Donc le patient est allongé, et moi je suis comme ça. Et quand il a du mal à parler, tout doucement, je m'approche et je lui demande, est-ce que vous permettez que parce que je sens qu'il y a un blocage au niveau du plexus, que je mette ma main sur le plexus. Je demande toujours l'autorisation, parce que sinon c'est intrusif. Et le fait de poser délicatement, ça apaise, et à ce moment-là, il y a une parole qui sort, qui peut se libérer. Parce que pour que la parole puisse se libérer, il faut qu'il y ait une sacrée confiance, parce qu'on est dans l'intime. Hein. Donc je dirais que je ne valorise pas une approche plutôt qu'une autre. Mais pour des sujets qui ont névrosé, hein, comme vous et moi, l'approche holotropique, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que ça libère un potentiel. Mais pour des sujets plus fragiles, l'important, c'est de les ancrer dans cette réalité. Parce qu'il y a une sorte de fascination pour les états modifiés de conscience. Et ça ne s'adresse pas à tout le monde non plus. D'accord. Et donc parfois on peut même presque passer par le corps tout d'abord, tout simplement commencer par le corps, comme par exemple, là je sais qu'il y a pas mal d'études qui montrent que pour les personnes en dépression sévère, c'est plus simple de les amener à se reconnecter à eux-mêmes à travers le corps qu'à travers la méditation, qui est peut-être un peu trop exigeante, d'être en silence lorsqu'on est en pleine crise, alors qu'à travers le corps, la marche, le massage, un bain chaud, déjà, ça peut amener un retour vers soi, un début de relâchement. Donc c'est vrai que c'est chaque personne là où elle se trouve. Tout à fait. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais une approche intégrative, et c'est la personne qui va me guider dans la technique, j'ai pas le mot, mais dans l'approche que je vais opérer avec elle. C'est comme si j'avais une palette de couleurs, et puis en fonction de la personne, je vais harmoniser les couleurs. Et c'est elle, in fine, qui va me guider dans la façon dont je vais l'accompagner. D'accord. Alors par rapport à la respiration holotropique et à ce travail, donc il y a l'importance de l'accompagnement, mais est-ce qu'il y a une version que les gens peuvent expérimenter chez eux, qu'on peut faire seul chez soi? Alors je dirais non. On ne pratique pas la respiration holotropique tout seul, parce que vous pouvez partir dans un état... C'est comme les gens prennent du LSD. Pourquoi le LSD a été interdit? Parce que les gens en prenaient de façon sauvage, sans protocole, sans accompagnement. Ils vivaient une expérience aux éternels, un papillon, hop, ils se balançaient par la fenêtre. Si pendant une séance, un patient dit qu'il est papillon ou oiseau, ok, je vais lui dire, ok, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ah ben, je me sens libre. Alors que généralement, j'ai toujours eu les ailes serrées contre le corps et je ne pouvais pas décoller. On est dans le symbole. Hein, tout ça, tout est symbole. Mais les gens qui vivaient cette expérience en état d'expansion de conscience sans accompagnement, il n'y avait plus aucune discrimination. Quand quelqu'un me dit, je suis un oiseau, je suis une tigresse, je suis un tigre, voilà, je suis un tigre, je suis mon territoire, j'arrive à le délimiter, puis personne ne peut entrer dedans. Enfin, je dis, ok, deviens ce tigre. Okay, qu'est-ce qui se passe?
enfin, je vais le faire travailler autour de cette énergie. Mais je suis là pour le contenir s'il déborde. Mais quand on est tout seul chez soi, qu'en soit-il, on peut se mettre à tout casser, parce qu'il n'y a pas de limite. Dans en respiration holotropique, c'est très cadré. Hein, l'expérience, elle se vit sur le matelas. Et si un participant commence à être un petit peu trop agité, on lui dit stop, tu restes sur ton matelas. Et il y a des consignes qui sont données. Donc, ne jamais pratiquer seul. D'accord. Et voilà, c'est Oui. jamais seul. D'accord. Et là, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que ça m'a fait, d'ailleurs en regardant certaines de ces vidéos, ou bien la description de cette approche de la respiration holotropique, ça m'a fait un peu penser justement à la prise de psychédéliques, la prise de LSD, autres drogues qui permettent justement d'élargir la conscience, et notamment aussi les rêves, les musiques, les endroits où on va, où il y a la musique qui pulse avec un certain rythme. Donc ça met les personnes dans une transe, lorsqu'en plus elles prennent ce genre de drogue, ça les fait complètement planer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette notion de cadre, où effectivement on peut facilement partir dans des excès, ou se blesser ou blesser quelqu'un d'autre, bien que c'est aussi intéressant de savoir que c'est rarement toxique, ce genre de drogue, dans le sens que c'est plus la déshydratation qui tue les gens, souvent dans ces fêtes, parce qu'ils ne pensent pas à boire, ou bien c'est, comme vous disiez, le fait de se jeter d'une fenêtre. Donc là, le fait d'avoir une conscience modifiée, ça ne nous met pas en danger, mais c'est essentiel de créer un environnement où, dans cette conscience modifiée, on ne risque pas de se faire mal. Attendez, le MDMA, parce que vous parliez de l'ecstasy, moi j'ai très bien connu le créateur de la molécule qu'il appelait le MDMA, et il s'appelait Sacha Shulgin. Et je vivais aux États-Unis, j'étais mariée avec un médecin américain, donc je participais, je connaissais très bien cette culture un peu underground. Et Sacha Shulgin disait toujours que l'importance, effectivement, c'était de boire beaucoup, mais de connaître l'origine. Il fallait que les cristaux soient extrêmement purs. Mais si ce sont des cristaux trafiqués, évidemment que ça peut créer des dégâts diffèrent, neurologiques. Mais si c'est pris de façon respectueuse, aux États-Unis, on utilise encore maintenant, maintenant on réutilise le MDMA dans le cas de thérapie de coups, puisque c'est une substance empathogène qui ouvre le chakra du cœur. Mais si c'est pris n'importe comment dans les rêves, oui. C'est comme l'ayahuasca, il n'y a pas d'accoutumance avec l'ayahuasca. Des gens qui ont un moi faible, on parlait d'ego, il faut déjà être sacrément structuré. Il faut que ça soit pris de façon ritualisée, avec un accompagnement sûr, une diète qui a été préliminaire à la prise d'expérience. Enfin, il y a tout un protocole à respecter. Les plantes, les substances psychédéliques, elles ont leur intelligence. Oui, et c'est vrai que là, je voyais qu'ils ont commencé à refaire des études par rapport à l'utilisation de microdoses de ces différents psychédéliques, et que ça s'avérait très efficace pour des personnes en fin de vie, les amener à accueillir cette période d'une manière beaucoup plus sereine, pour les dépressions sévères, pour un tas de conditions assez compliquées, que ça pouvait, même une seule expérience, le fait de leur montrer, de les amener dans cette modification de conscience, leur montrer qu'il y a autre chose, peut amener un shift, un changement assez radical, et améliorer grandement la qualité de la vie de cette personne. Et Grof, justement, en fait, il a commencé à utiliser le LSD quand il était à Prague. Il est tchèque, il était chef de service à l'hôpital Saint-Charles à Prague, psychiatre, psychanalyste. Puis un jour, il a reçu une caisse de LSD de la part d'Albert Hoffman, des laboratoires 112, pour qu'il l'expérimente auprès de patients. Et Grof est quelqu'un de très éthique, donc il n'a pas voulu l'expérimenter avant lui d'avoir vécu des expériences sous LSD. Et puis il s'est aperçu que sous LSD, il avait accès à tout un matériel. C'est le même, on a accès au même matériel qu'en respiration holotropique, sauf qu'en respiration holotropique, on respire de façon rapide, c'est fatigant, qu'avec le LSD, c'est la pilule qui va faire le travail. Et il en a donné justement à des patients en fin de vie. Et il s'est aperçu, ce que vous disiez tout à l'heure, juste à l'instant, que le patient en fin de vie, à qui on donne une dose de LSD, va pouvoir
aborder la mort avec beaucoup plus de pacification. Il est calme, il est beaucoup plus serein et il accepte ces derniers moments de vie. Et il y a un très beau livre, si vous parlez anglais, je ne sais pas s'il est traduit en français, de la femme d'Aldous Huxley, Aldous Huxley en français, qui s'appelle en anglais This Timeless Moment, ce moment sans fin, et dans lequel elle relate les derniers jours de vie de Aldous, qui écrit Le meilleur des mondes, Moksha. Et il vit sous LSD des moments d'extase, alors qu'il avait un cancer de la langue, de la bouche, une horreur. Mais le LSD lui permet d'aborder la mort avec une très très grande sérénité et de pouvoir vivre énormément d'étapes qui sont décrites dans le Bardo Todol. D'accord. D'accord. Donc, si ces approches, disons la prise de LSD, c'est pas forcément facilement accessible, et comme vous disiez, la qualité, il faut extrêmement se méfier. Donc pour l'instant, c'est pour la grande majorité d'entre nous, c'est pas une voie facile ou accessible. Il y a cette respiration holotropique qui peut être une voie très intéressante. Mais même si on ne fait pas ça, moi, ce que je retiens déjà, c'est que cette notion d'élargir la conscience, donc de passer dans cet état de conscience modifié, et le simple fait de se décrisper de cette association à qui l'on croit être, à notre rôle dans le monde, à comment le monde devrait être. Donc on est souvent très crispé par rapport à notre vision des choses. Le simple fait de décrisper cela, donc à travers notamment ce travail de respiration, déjà est thérapeutique et libérateur en soi. Donc il n'y a pas nécessairement besoin de comprendre quelque chose. Le simple fait de lâcher prise et de se connecter à cette conscience plus élargie crée déjà une transformation en soi. C'est pour ça que Grof parlait en anglais, je traduirai après, the healing state, l'état le potentiel de guérison, the healing potential of non-ordinary states of consciousness, le potentiel de guérison des états non ordinaires de conscience. Parce que c'est vrai que dans cet état de conscience élargie, il y a une énergie qui est à l'œuvre. Et pour qu'elle soit à l'œuvre, il est important de ne pas du tout réfléchir, de ne pas mentaliser l'expérience, de ne pas essayer de la comprendre, de la laisser être. Parce que nous, occidentaux, on a tendance à tout analyser, à tout mentaliser. Et que même parfois dans l'expérience, si vous sentez des choses bizarres, vous avez envie de grogner, de rire ou de chanter, allez-y. Laissez l'énergie faire son travail. Il y a un maître de guérison intérieure. Et c'est lui qui sait ce qui est bon pour vous. Et ce maître de guérison, c'est notre inconscient. Et qu'est-ce que vous pensez de la méditation comme voie justement pour élargir cette conscience et pour se dépasser l'ego? Alors, j'aime pas beaucoup ce mot d'ego, dépasser l'ego. Ça veut dire quoi? Parce que dépasser l'ego, c'est dépasser notre petit moi. Mais en même temps, on a besoin d'un ego. Au sens psychanalytique, c'est la structuration du moi. Alors, dans le monde spirituel, lâchez votre ego. Mais attendez, si on lâche notre ego, on va se laisser dominer, on va devenir la proie des gourous, on perd notre sens critique. Le sens critique, c'est important, le sens de la discrimination. Et puis quand certains maîtres spirituels disent « laissez tomber votre ego, drop your ego », mais attendez, ils ont des égos en or massif. Quand on dit à des disciples « laissez tomber votre ego », ben c'est pour mieux le dominer. Pas tous, parce qu'il y a des maîtres qui sont intègres, mais il y en a aussi qui ont une telle soif de pouvoir sur l'autre qu'ils s'arrogent des droits qui empêchent le disciple d'être libre. Ce que j'aime, c'est pour ça qu'on ne peut pas, si vous voulez, dissocier, à mon avis, l'approche spirituelle d'un travail psychologique. Parce que le travail psychologique, il vous rend libre. Parce que le psy, il ne va jamais influencer. Un bon psy, il ne va pas influencer son patient. Oui. Il dit la vérité. Oui, alors si dépasser l'ego, c'est peut-être pas le bon terme, c'est plutôt se décrisper notre attention qui a tendance à se focaliser sur nos manques, sur nos souffrances, et qui ne voit que ça, et c'est plutôt d'élargir cette conscience, cette attention à autre chose.
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs types de méditation. Moi, j'aime beaucoup la méditation de pleine conscience de Kabat-Zinn, qui est enseignée par Cornfield, parce que c'est une méditation qui est dénuée de toute approche spiritualiste, donc qui peut s'adresser à tout le monde. Simplement le fait de respirer consciemment. Inspire, expire, inspire. Quand il n'y a pas d'idéologie en place. Et une fois que la personne est ancrée en elle-même, qu'elle voit ce que la méditation peut lui apporter, à ce moment-là, elle va peut-être s'initier à d'autres pratiques. Mais dans la MBSR ou dans la MBCT, la méditation de conscience, il y a toujours une mise en parole après la séance. Et mettre des mots sur ce qu'on a vécu, c'est important. Mais quand les gens vont méditer, des gens qui sont très flottants hein, sur le plan de la structure psychique, vont dans des ashrams ou dans des temples, ils vont méditer pendant des heures à réciter des mantras auxquels ils ne comprennent rien, là c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Donc la clé pour en profiter sans perdre notre structure, c'est de se connecter à cette présence et ensuite de mettre en mots l'expérience qui a été vécue, mettre en mots ce qu'on ressent, ce qu'on pense. C'est très beau ce que vous dites. C'est se mettre en contact avec sa présence, notre présence. En fait, je pense que pour être sur un chemin spirituel qui ne va pas, parce qu'on voit, si vous voulez, des décompensations multiples suite à des ateliers, ouvrez vos chakras en 2 jours, ou connectez-vous, ouvrez le 3e œil. C'est bullshit, c'est se foutre du monde. Ce qui est important, c'est l'intégrité. C'est que la personne soit suffisamment intègre en elle-même pour pouvoir ensuite aller voir ce qui se passe à l'extérieur, pour pouvoir vivre des expériences. Si on n'est pas ancré, un arbre, c'est ce que je dis toujours, mais j'aime bien cette expression, un arbre sans racines, il ne va pas pouvoir se déployer. Non, il n'aura rien. Et nous, si on n'a pas de racines, hein, comment pouvons-nous nous déployer? Quand on va chercher à droite et à gauche des réponses, alors, on est occidentaux, on est des occidentaux. Et je pense qu'il est tout à fait nocif d'aller chercher dans d'autres cultures ou dans d'autres civilisations des réponses qui ne vont pas nous recentrer sur nous-mêmes. Oui, c'est vrai oui, je vois tout à fait. C'est vrai qu'il y a parfois il y a tout un pardon. Ouais. Oui, parfois il y a tout un folklore qui vient, ou quelque chose de très exotique qui vient avec ces différentes approches, et c'est pas forcément adapté à notre culture, même à notre corps au niveau de la souplesse. Et c'est vrai que moi, à travers le blog de pratiquer la méditation, je garde un œil sur ça, parce que c'est vrai que parfois on différencie pas forcément l'exotisme ou la tradition du bienfait qu'on peut vivre à travers une pratique épurée de retour à soi. Et c'est pour ça que on a parlé régulièrement du corps à travers cette discussion, vous et moi. Le corps, je trouve que c'est souvent un bon intermédiaire. C'est-à-dire qu'on est dans le corps, on est dans le présent, on est dans le corps, on est dans la matière, et c'est toujours un ancrage qui est accessible et qui peut nous ramener à la réalité de l'expérience. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, j'ai suivi pendant plusieurs années l'enseignement d'Osho Rajneesh. Je ne l'ai pas connu quand il était encore dans son corps, mais j'aimais beaucoup ce qu'il disait. Je suis allée à Pune, donc là je forme en Inde. Et ce que j'aimais dans les méditations, c'est que les méditations les plus importantes étaient axées sur la danse, sur le mouvement. L'énergie rencontrée à travers la danse. Et la danse, en fait, c'est aussi un outil méditatif. On peut rentrer en méditation à travers le mouvement. Regardez les soufis, ils rentrent en méditation à travers cette danse magnifique. Et pour moi, les plus grandes expériences que j'ai eues en méditation, parce que je suis méditante aussi, c'était à travers la danse. Parce que ça me réintégrait à mon corps. Et j'ai vécu, je vous ai parlé d'agression tout à l'heure, j'ai vécu 2 agressions dont je parle dans mon livre, et la dernière, c'est une agression qui m'a vraiment, je dirais, fracassée dans mon corps. Donc, j'en parle dans mon livre, je vais pas en prendre le temps, ça m'a fracassée. Donc, il a fallu que je retrouve, que je réhabilite mon corps. Donc, quand on voit, on ne peut pas le deviner, parce que j'ai fait beaucoup de rééducation.
Mais l'outil majeur, il y a deux outils majeurs pour à nouveau que je puisse réhabiter mon corps, c'était la marche. Et la marche, c'est une méditation. On peut pratiquer la méditation en marchant, en se centrant sur nous. Et ça a été la danse. Sans la danse et sans la marche, je n'aurais pas pu réhabiliter mon corps. Le réhabiliter, rentrer à nouveau en lui. Et ce que je dis toujours, c'est habitez votre corps, faites-le travailler, faites du sport, et pas du sport bête et méchant pour se muscler, mais conscientiser le mouvement à travers le corps. Et on se conscientise, c'est comme une méditation. Oui. Et moi, je voue un amour immodéré pour la danse et la marche, parce que sans ces deux outils, je n'aurais pas pu réintégrer mon corps. Oui. Et je trouve que les textes spirituels, certains textes, ne valorisent pas assez le corps. Et justement, ce que j'aimais chez Osho, bon, il y a eu plein de scandales autour de lui, mais bon, peu importe, ce qu'il écrit, c'est fabuleux, parce qu'il a compris le monde occidental. Il a compris qu'on ne peut pas accompagner des Occidentaux sur un plan spirituel comme on le ferait avec des Asiatiques ou des... on n'est pas pareil, on est différents. Voilà, et on a chacun notre outil culturel, spirituel. On vient de quelque part. Et souvent, on cherche à partir de ce qui nous a fécondés. C'est dommage. Oui. Même je l'ai fait, donc je parle en conséquence, hein, parce que j'ai exploré plein de terres étrangères, et finalement, je me dis, mais j'ai tout dans ma tradition. Oui, parce que c'est vrai que parfois c'est l'exotisme, le différent qui nous attire, mais c'est pas nécessairement ce dont on a besoin ou ce qui va vraiment nous être utile. Une fascination pour l'exotisme, mais souvent c'est à côté de nous hein, que la réponse. Bien d'accord avec vous, oui. Alors, Martine, vous venez d'écrire un livre donc, qui a été publié en octobre de cette année, récemment, qui s'appelle Une psy parle aux esprits, aux éditions chez Mama. Chez Mama Édition. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Pourquoi écrire ce livre? C'est un livre qui était en gestation depuis très très longtemps et qui aurait pu s'appeler une femme en voyage ou bien de l'inconscient à la conscience cosmique. Donc c'est un itinéraire, c'est un voyage, c'est le voyage d'une vie. Et pour moi, la vie, c'est une quête incessante. Et on a, comme je vous le disais tout à l'heure, on a plusieurs vies dans une vie. C'est un petit peu ce qu'est ce livre, où je parle aussi, donc je parle de mon évolution personnelle et clinique, parce qu'il y a toujours un parallèle chez moi entre mon ouverture spirituelle et mon ouverture clinique. Tout est lié. Et puis, c'est aussi un message d'espoir, parce que j'ai vécu des épreuves douloureuses. Hein, j'ai été agressée 2 fois. Et ce livre, c'est aussi une invitation à la résilience. C'est-à-dire, ce que j'ai voulu montrer, c'est que souvent, les épreuves, bon, je ne suis pas la seule, on dit chacune avec notre propre langage, mais j'ai voulu montrer aussi qu'on peut se relever d'expériences totalement mortifères, destructrices, où on a l'impression qu'on a été abandonné hein, pendant cette deuxième agression a eu lieu en 2016 et j'ai l'impression d'être sur la croix et que je criais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand j'étais dans le noir, dans le tunnel, je ne savais pas du tout, je ne voyais pas la lumière. Puis un jour, je me suis dit, mais ok, t'es là, c'est de donner du sens. C'est là que les choses ont complètement changé. C'est-à-dire donner du sens à l'expérience. Mais au départ, quand j'étais sur mon lit d'hôpital avec un corset, une pompe à bouger, perfusé de tous les côtés, de la ferraille dans tout mon corps, je ne pensais pas du tout que je pourrais m'en sortir. J'étais dans un état de désespoir. Parce que le désespoir, ça existe. Mais moi, je m'en suis sortie. Et ça m'a ramené aussi à tous les êtres qui ont vécu des épreuves, à la déportation. Moi, je suis très marquée par la Shoah. Et je me suis souvent posé la question, mais comment tous ces êtres qui ont vécu l'horreur, l'abomination, comment ils ont pu s'en sortir? C'est parce qu'ils sentaient qu'il y avait autre chose et qu'il leur fallait donner du sens à cette période carcérale hein, qu'ils vivaient. C'est l'abomination. Et les gens qui ont pu s'en sortir, c'est ceux qui arrivaient à s'isoler psychiquement, tout ce qui leur arrivait. Parce que parfois, on arrive à s'isoler en se dissociant.
de la peine. Et parfois, je me dissociais de la peine, de la douleur que j'éprouvais pour retrouver un monde plus spirituel. Et puis après, au fur et à mesure que mes os guérissaient, il fallait que je retrouve l'usage de mon corps. Et là, c'est autre chose. C'était aussi comme un travail spirituel, de se réapproprier son corps, de sentir qu'avec la force de l'esprit, on arrive tout doucement, on fait des progrès. Je ne pouvais plus bouger mon épaule, parce que j'ai une double fracture de l'humérus. Et c'était vraiment par la centration, par la respiration, que j'ai pu tout doucement retrouver. C'était très méditatif. Ça a été un enseignement fabuleux. Donc, je peux vous demander quand est-ce qu'ont eu lieu ces agressions? On a eu une qui a eu lieu au mois de novembre 2016, le 17 novembre 2016, pratiquement un an, jour pour jour, après le décès de mon père. Et la deuxième a eu lieu le 5 septembre 2016. D'accord, donc c'est relativement récent. Ouais. Et peut-être que tout ce parcours que vous avez eu auparavant, toutes ces expériences de vie vous ont permis peut-être aussi de traverser cette période très difficile d'une manière plus... de guérir et de presque d'en sortir grandi grâce à ce parcours de vie que vous avez eu auparavant. Oui, mais je crois que les souffrances, les épreuves, elles sont là pour nous faire grandir. C'est-à-dire, c'est la seule façon de ne pas nous transformer en victimes, c'est de donner du sens à l'expérience. Sinon, c'est dans la plainte, pour moi, pour vous de moi, qu'est-ce qui m'est arrivé. On arrête avec ça, c'est insupportable. Et la seule façon de nous sortir et de retrouver le sens du vivant, le sens de la vie, c'est de devenir un guerrier spirituel. Donc, c'est de pouvoir ranimer, retrouver, réassocier toutes nos forces de vie, toutes nos pulsions de vie. Et on y arrive. Alors, évidemment, je ne vais pas parler, j'ai souvent été très solidaire d'un journaliste qui s'appelait Jean-Marc Bobis, qui avait écrit Le Scaphandre et le papillon, et qui était atteint d'une maladie neurodégénérative inguérissable. Il ne pouvait, donc il était allongé pendant plusieurs années sur son lit, je crois dans un poumon d'acier, il ne pouvait correspondre qu'en clignant l'œil. Et donc il a écrit un livre absolument bouleversant. Alors évidemment, ce que je dis là, ça n'engage que moi. Je pense que Jean-Dominique Bobis a vécu un enfer autre. Et on vit chacun notre enfer. Des enfers dont vous pouvez vous guérir et d'autres dont vous ne pouvez pas vous guérir. Et ce qui me fait aussi penser aussi au fait que je milite beaucoup pour le droit de mourir dans la dignité. Et je me souviens avant qu'on m'opère, parce que j'étais opérée 2 fois, à la suite de cette agression, j'ai chopé un staphylocoque doré, enfin bon, j'ai eu la totale. J'avais dit au chirurgien, si je ne récupère pas mes jambes, je veux partir. Et donc, je savais que je pouvais, pas en France, mais qu'il y avait des possibilités d'aller en Suisse ou en Belgique et de pouvoir partir. Et c'est un sujet qui me turlupine beaucoup parce que on devrait avoir le droit de partir lorsqu'on ne peut plus se battre. Et je pensais aussi au supplice, ce qu'a vécu Vincent Lambert, en fait, à tous ces combats autour de cet homme qui avait demandé autrefois, s'il lui arrivait d'être allongé sur un lit d'hôpital, il était infirmier, il connaissait bien les règles, les lois, de l'aider à partir. Il n'a pas été respecté. Et le respect, la liberté de chacun, c'est de pouvoir partir au moment où il ne peut plus lutter. Et donc vous, est-ce qu'il y avait quand même il y avait un peu pas de sérénité, mais il y avait de l'absence de peur, c'est-à-dire que vous dites, voilà, si j'arrive pas à redevenir fonctionnel, je préfère partir, mais c'était plutôt serein comme choix, ou vous viviez ça comme une grosse souffrance J'étais très entourée, de beaucoup d'amour, de ma famille, de mon compagnon, de mes enfants. Donc l'amour, c'est le plus bel étayage, parce que quand vous avez cette force de vie qui vous entoure et qui vous alimente, j'ai eu peur. Alors, quand j'étais agressée, que j'étais fracassée de partout, parce que j'étais menacée par un poignard
Un type avait pris rendez-vous, s'était fait passer pour un futur patient, il m'a menacé d'un poignard, il est rentré dans mon cabinet, il m'a menacé d'un poignard, et moi j'ai profité d'un moment d'inattention de sa part et j'ai sauté par la fenêtre. D'accord. Oui, j'ai sauté par la fenêtre du premier étage. Heureusement, on habitait le premier étage. Mais je me suis quand même fait double fracture de l'avant, de l'utérus, plein de fractures au niveau lombaire, sacrum, sternum, hémorragie cérébrale. Ouais. Et donc, je suis restée pendant 2 jours sur une planche de bois, j'étais perfusée parce qu'il n'y avait pas d'équipe chirurgicale pour m'opérer. Il ne fallait pas que je bouge. Parce que sinon, je risquais de mettre en danger la moelle épinière. Et je me souviendrai toujours, quand je suis rentrée en salle d'op, j'ai dit au chirurgien, si je ne veux plus marcher, je ne veux plus. Mais quand je me suis retrouvée, et c'est ça qui est extraordinaire, dans la dissociation, donc je suis tombée, je me suis retrouvée sur le bitume, puis je ne sentais plus mon corps. Tout à l'heure, je vous parlais d'une expérience holotropique où je n'avais plus de corps, et bien là, mon cerveau était intact, malgré l'hémorragie cérébrale. Je me disais, mais je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Mais je ne sentais pas mon corps. Il y avait un phénomène dissociatif. Quand je suis rentrée en salle d'opération et que je savais qu'on allait toucher mon corps, l'opérer, là, j'ai eu très, 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 très peur. J'ai dit, ah, c'est mon choix. Mais bon, je ne pense pas qu'on m'aurait euthanasié pour ça. Vous savez, les médecins ont très peur de ça. Ils sont très, très engagés. Donc, c'est aux patients de prendre ces décisions. D'accord. Donc, j'explore un peu tout ça parce que j'ai l'impression que le fait d'avoir touché ces états de conscience modifiés, d'avoir eu accès à ces outils et fait tout ce travail, ça fait que malgré cette expérience qui est vraiment intense et unique, vous l'avez traversée avec accès à une confiance que peut-être quelqu'un n'aurait pas s'il n'avait pas fait ce cheminement auparavant. Quand vous êtes dans le noir, parce que en fait, j'ai vécu ça comme la nuit noire de mon âme. Quand vous êtes dans le noir, vous êtes dans le noir. Hein. Et puis, au fur et à mesure que elle commence à me bouger les doigts, ou bien qu'il y a quelque chose qui répond au niveau du corps, il y a quelque chose qui revient de l'ordre de la vie, de l'ordre de l'espoir. Je ne veux pas de l'espoir, de l'espérance. Une espérance de vie qui revient. Sinon, c'est pour ça que dans le domaine spirituel, on reparle du corps. Quand on voit que le corps, ça n'a pas d'importance. Bien sûr qu'il a de l'importance. Il est essentiel. L'expérience spirituelle, elle naît à partir de notre corps. Enfin, pour moi, c'est ça. Jean-Dominique Bobis, qu'est-ce qu'il vivait? Alors, il faut que je relise son bouquin. Mais qu'est-ce que peut vivre un homme qui est dans un poumon d'acier, qui ne peut plus rien bouger? Alors, il s'abstrait de son corps, il ne sent plus son corps, ou bien il le sent, mais il ne peut pas. Enfin, c'est quelque chose que j'ai du mal à conceptualiser et à dire, mais moi, je suis bouleversée par cet homme. Je suis bouleversée par la souffrance, sinon je ferais par la souffrance de l'autre, hein, parce que quand on a soi-même souffert, on ne peut pas ne pas être touché par la souffrance de l'autre. Et plus on a été au contact de notre propre souffrance, plus on est à l'écoute et à la perception de ce que l'autre peut ressentir, en laissant l'autre et l'autre. Puis moi, je suis moi, parce que sinon, il n'y a plus de thérapie possible. Mais il y a quelque chose de différent qui se fait, qui se crée. D'accord. Et donc dans le livre, pour une personne qui passe par une période de transition ou une période de souffrance, ça peut être un support, cette capacité de résilience. Oui. Pour moi, ce livre, en fait, c'est une ode au vivant. Au vivant et à la multiplicité des possibilités que l'on a. C'est vraiment une ouverture vers tous les possibles. Vers tous les possibles à l'intérieur de nous. C'est dire qu'on est nos propres maîtres, en fait. Reconnaissez-vous en tant que votre propre maître. Parce que si vous avez une maladie létale, par exemple, une maladie comme un cancer, une maladie grave,
Bon, je ne parle pas des maladies neurologiques, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais si vous avez une maladie comme un cancer, ou comme une maladie, enfin, c'est surtout cette maladie hein, qui est terrible, on voit que les gens qui bénéficient de prises en charge multiples vont beaucoup mieux s'en sortir, ou auront plus de chances de rémission. Et ça, je le dis souvent, parce que je me suis occupée beaucoup de patients qui étaient dans ces situations, que s'en sortiront beaucoup plus que quelqu'un qui va bénéficier uniquement d'une approche oncologique, médicale. Quelqu'un qui, en plus de la chimio, va pouvoir chercher lui-même aussi d'autres modes de guérison, tels que l'homéopathie, l'acupuncture, le yoga, la méditation, des approches holistiques qui vont venir booster son système immunitaire, s'en sortent beaucoup mieux que quelqu'un qui va recevoir pacifiquement. Parce que la chimio, c'est sacrément douloureux. Hein. Ça laisse des traces, c'est très invasif. On est encore très, très empirique, hein, on ne sait pas toujours comment doser. Ça tue les cellules cancéreuses, ça tue de bonnes cellules aussi. Donc, on a besoin, le patient a besoin d'être traité sur un mode global. Donc, c'est aussi, si vous voulez, la propre curiosité que l'on a par rapport à l'approche thérapeutique qui sera pour nous la meilleure, qui va permettre aussi aux forces de guérison de pouvoir se soulever, de pouvoir se réveiller. Il y a plein d'approches, par exemple, si on prend de la chimio, si on reçoit malheureusement de la chimio, on peut bénéficier d'approches de médicaments. Il y a un médicament qui a été très décrié par le corps médical, mais qui a fait aussi des preuves, c'est le traitement, c'est Beljanski. Hein, l'approche Beljanski, il y a plein d'approches. Mais au lieu de s'exclure les unes les autres, pourquoi pas créer des passerelles? Pourquoi ne pas communiquer les uns avec les autres? Moi, je prêche pour une psychothérapie, pour une psychanalyse intégrative, aux psychanalystes de s'ouvrir à d'autres champs d'expérience, mais aux médecins aussi de s'ouvrir à ce que font les confrères. Et tous ensemble, on pourra œuvrer à quelque chose de plus global, de plus universel, pour le bien du patient. Oui, ce sont des querelles d'ego. Oui, on revient sur cette notion d'approche holistique, que ce soit au niveau des thérapies, au niveau du soutien qu'on peut avoir, holistique dans le sens d'adresser les différents paramètres de notre être, donc non seulement au niveau physique, psychique, de l'âme, mais aussi au niveau relationnel, de la communauté dans laquelle on est. Donc c'est vrai que je pense que plus ça va, plus il y a cette conscience quand même qu'on peut pas, on n'évolue pas seul dans une bulle, on est tous des êtres multidimensionnels, liés les uns entre les autres. Et c'est vrai que plus on va accéder à ces différentes dimensions de notre être, plus on va pouvoir vivre en harmonie avec ce qu'on ressent et en harmonie avec les autres. C'est amusant parce que Tigrane Adingue, donc mon éditeur, dit « Mais Martine, en fait, c'est une Indiana Jones en jupon. » En jupon, oui. Pour moi, si vous voulez, la vie, en fait, c'est un voyage, c'est une aventure. Et je crois que mon appétence, mon amour de la vie, ça vient de ça, en fait, de cette quête. Souvent, on me dit, mais tu n'es pas fatigué, tu n'en as pas assez, écoute, à ton âge. Bon, je n'ai pas un âge académique, mais j'ai plus 20 ans non plus. Mais je crois que c'est cette quête, cette curiosité qui est l'élément de ma vie. Et plus je vis, je ne suis pas une aventurière, je suis une aventureuse. Et j'aime l'aventure de la vie. C'est une aventure avec ses merveilles, avec ses délices, ses bonheurs, ses fracas aussi. Mais on peut pas. Quand on explore des nouveaux champs d'investigation, parce que c'est plus dur. Et c'est ça qui vous a donné envie d'explorer le chamanisme. C'est vrai que ça pour beaucoup de personnes, et ça a vraiment une dimension unique. Parce que ça ouvre sur un monde qu'on n'a pas du tout l'habitude d'adresser. C'est dans une partie du monde, dont d'ailleurs c'est dans beaucoup de différentes parties du monde, mais c'est une partie de la population qui est très connectée à la Terre et à la nature. Donc comment vous définiriez-vous le chamanisme? Comment vous l'avez découvert et comment vous l'utilisez?
Alors, le chamanisme, c'est l'approche, c'est l'approche spirituelle et l'approche de guérison la plus ancienne. Et puis, chaque peuple, chaque tradition a sa propre tradition chamanique. En fait, c'est la connexion avec la nature. Et dans le chamanisme, on part du principe que tout ce qui est de l'ordre, tout ce qui est dans la nature est vivant et est animé. Et il n'y a aucune idéologie dans le chamanisme, c'est une expérience directe. Mais encore, pour ça, faut-il, enfin dans le monde occidental, se former. Moi, j'étais formée par la FSS, Foundation for Shamanic Studies, qui a été créée aux États-Unis, en Californie, par Michael Arner. Donc, j'ai fait toutes les formations, tous les séminaires, plus la formation sur 3 ans. Puis, j'ai été formée par Sandra Ingerman. Et j'ai connu le chamanisme quand je me suis formée à la respiration holotropique, puisque Michael Arner venait nous enseigner le chamanisme, qu'il appelle core chamanisme, c'est-à-dire c'est un renouveau chamanique, c'est-à-dire qu'il est enseigné, il a retrouvé, ce qui est intéressant chez Michael Arner, c'était un anthropologue, donc il a beaucoup, pour ses recherches, voyagé en Amazonie, au Brésil, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et puis il a vécu des initiations, et qu'il a traduites dans notre langage occidental. Donc, dans ces formations, on nous initie à des techniques, mais qui demandent, si vous voulez, on n'apprend pas l'anglais comme ça en 3 séances. Pour l'anglais, on apprend le vocabulaire, les règles de grammaire, il y a toute une grammaire, et pour le chamanisme, c'est pareil. Donc, moi je dirais que je ne dis pas que je suis une chamane, pas du tout. Je suis une praticienne du chamanisme, c'est-à-dire que j'inclus le chamanisme à l'intérieur de ma pratique. Si on me demande maintenant qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, je dirais que je suis une guérisseuse. Au sens anglais, on dit healer. J'aide les gens à rencontrer leur potentiel de guérison. Je suis un intercesseur. Je suis un intermédiaire. Mais ce n'est pas moi qui soigne. Le chaman, je vais aider l'autre à rencontrer ce potentiel de guérison. Alors, évidemment, il y a la présence, il y a la relation, mais je reste une occidentale. Donc, on ne peut pas être chaman ou pratiquer le chamanisme comme on le pratique en Occident. Pas en Occident, dans les peuples, dans les civilisations premières, en Sibérie, au Pérou. Non, on est différents. C'est pour ça qu'on voit des gens qui vont prendre de l'ayahuasca au Pérou. Donc, les chamans sont très bien pendant l'expérience, mais après, pour l'intégration, ils ne sont pas à notre écoute, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, vous avez certainement vu le reportage de Yann Kounen. Oui. Oui, où justement il explique que lui, il a vécu ça, c'était traumatisant pour lui. Il a mis des mois à s'en remettre, et il a dû même retourner pour essayer de se reconstruire. Tout à fait, absolument. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est très bien de prendre de l'ayahuasca avec, je pense, des Occidentaux qui ont fait un long travail auprès de chamans expérimentés et qui ont intégré l'approche de l'ayahuasca avec leur mentalité d'occidental. Comme ça, ils peuvent accompagner, comprendre ce qui se vit chez celui qui prend la plante, et ensuite aider à l'intégration. Ça me paraît important. Donc, je me suis formée, j'ai rencontré le chamanisme pendant ma formation avec Grof, et l'état chamanique, en fait, c'est un état de conscience élargie. Et il y a comme on l'a vu tout à l'heure, différentes façons d'accéder à ces états de conscience élargie. Ces états de conscience sont ordinaires, la respiration, la déprivation sensorielle, le jeûne, les caissons, l'isolation sensorielle, quand vous êtes dans l'eau salée, dans le noir, ou d'un certain temps, et la danse, et le chaman, donc, c'est un intercesseur entre le monde visible et le monde invisible. Et il opère toujours avec son tambour, qui est sa monture, et il est accompagné par des guides, ou ce qu'on appelle des spirit teachers, par des animaux, par des esprits, on les appelle aussi les enseignants pleins de compassion, compassionate teachers. Et donc,
il va toujours opérer, travailler, accompagné de ses aides. Et accompagné de ses aides, il va prendre son tambour et puis il va aller dans le monde invisible, à la recherche de ce dont a besoin le patient. Voilà. Donc, moi, je suis un peu fatiguée, hein. Je suis un peu naze. Oui. Je sais que ça va être coupé. Voilà. Donc, moi, je travaille beaucoup au tambour. Je n'aime pas, je ne vais jamais dire aux patients, mais écoutez, vous êtes malade, c'est pas la peine d'aller voir un médecin. Moi, non. C'est du foutage de gueule. Hein. Non, mais ne le mettez pas. Mais un soin chamanique, ça ne remplace ni un traitement médical, ni une psychothérapie. Et il n'y a rien de magique. Et les gens pensent que le chamanisme, ça va leur éviter de travailler sur eux. Non. Moi, je me souviens, quand j'ai suivi toutes ces formations à la FSS, si vous n'avez pas lu les livres de Michael Harmer, je vous les conseille, il fallait sacrément remplir des dossiers, vous aviez des interviews pour être accepté. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas acceptés parce que c'était pas assez solide. On travaille quand même avec les mondes invisibles. Il se passe des choses tout à fait curieuses. Vous apprenez à voyager, vous apprenez à rencontrer vos guides, vous allez obtenir des informations. Les informations, elles viennent du monde invisible. Est-ce que c'est pas votre inconscient qui vous les envoie? Il y a différentes façons de nommer toutes ces choses. C'est comme faire un travail de magnétisme. Alors vous avez des gens qui se forment au magnétisme, à la guérison du magnétisme, au Reiki, mais finalement c'est une reliance à la source. Point. Il y a plein de techniques, mais qui nous emmènent à la source. Donc le chamanisme, pour moi, si vous voulez, le seul outil, je demeure complètement convaincue que quand on a quelqu'un qui vient nous voir et qui est en douleur, le meilleur outil, c'est la présence de l'autre. Mais une présence qui implique d'avoir beaucoup travaillé sur soi. C'est comment on se sent invité par l'autre. C'est ça. C'est la présence inconditionnelle à l'autre. Et ça se trouve pas avec des techniques, avec des pratiques, en faisant un séminaire par-ci, un séminaire par-là. C'est en étant allé de plus en plus au centre de soi. C'est comme un oignon, on enlève toutes les pelures pour arriver au noyau. Finalement, c'est ça. Et c'est ça aussi, mon livre, c'est plus vous allez à l'intérieur de vous. D'abord, plus vous êtes curieux. Mais en même temps, plus vous allez à l'intérieur de vous pour vous rencontrer, plus vous allez rencontrer l'autre aussi. C'est mieux se connaître pour mieux choisir, mieux se connaître pour ne pas se faire avoir, mieux se connaître aussi pour accueillir l'autre. Ça, c'est une invitation au voyage et c'est une invitation à l'accueil de soi pour pouvoir accueillir l'autre aussi. Très bien. Je pense que c'est une très belle façon de terminer cet entretien. Donc encore une fois, rappeler le titre du livre, c'est Psy parle aux esprits, aux éditions... C'est Mama Édition. Aux éditions Mama. Et vous avez un site web aussi où les gens peuvent vous retrouver? Psyemergence.com. Psyemergence.com. Je mettrai le lien sur la page de cet épisode. Martine, un grand merci pour votre temps, pour d'avoir partagé avec générosité ce parcours de vie. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, et j'étais ravie de ce moment passé avec vous. Et à bientôt. À bientôt.